Nicola Sturgeon promet un référendum de facto sur l'indépendance de l'Écosse aux prochaines élections générales britanniques. On vous en dit plus dans ce journal. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Volodymyr Zelensky dénonce le terrorisme énergétique de la Russie qui frappe les centrales électriques ukrainiennes à l'approche de l'hiver. Le combat continue malgré les réticences de Londres. Après un revers judiciaire devant la Cour suprême du Royaume-Uni mercredi, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a averti qu'elle transformerait les prochaines élections générales britanniques en un vote de facto sur l'indépendance de l'Écosse. Le pouvoir en place à Westminster peut penser qu'il peut bloquer un référendum, a déclaré Nicola Sturgeon. Mais permettez-moi d'être clair. Laissez-moi vous assurer qu'aujourd'hui, aucune institution, que ce soit Westminster ou autre, ne pourra jamais faire taire la voix du peuple écossais. La Cour suprême a estimé qu'un tel référendum, même consultatif, aurait des conséquences directes sur l'union du Royaume-Uni. L'organisation de vote est donc réservée au gouvernement central à Londres. Une décision qui n'a pas plu aux partisans de l'indépendance. À Édimbourg, quelques Écossais se sont réunis pour exprimer leur colère. En 2014, 55% des Écossais ont refusé de quitter le Royaume-Uni. Mais le Brexit a changé la donne. Le parti de Nicola Sturgeon souhaite que l'Écosse réintègre l'Union européenne en tant qu'État indépendant. L'Ukraine a été la cible ce mercredi d'environ 70 missiles de croisière russes visant des infrastructures stratégiques. Ces images à Kiev montrent les conséquences d'une frappe près d'une centrale électrique. Selon le chef de la police ukrainienne, les bombardements de ce mercredi ont fait au moins 6 morts et 36 blessés. Ils surviennent alors que le froid hivernal s'installe, laissant plusieurs millions de personnes sans fourniture d'énergie et donc de chauffage. Conséquence de ces frappes, 3 centrales nucléaires ont été déconnectées du réseau et l'approvisionnement en eau a été suspendu dans la capitale avant d'être partiellement rétabli. Volodymyr Zelensky a dénoncé la lâcheté de Moscou devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette terreur énergétique est comparable à l'utilisation d'armes de destruction massive. Lorsque la température est inférieure à 0 et que des dizaines de millions de personnes sont privées d'énergie, de chauffage et d'eau, il s'agit d'un crime contre l'humanité, évident. Le président ukrainien a appelé le Conseil de sécurité à voter une résolution condamnant toute forme de terrorisme énergétique. L'ambassadeur russe auprès de l'ONU a rejeté ce qu'il estime être des menaces et des ultimatums irréfléchis de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. Le Parlement européen, qui a pour sa part voté une résolution qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme, a lancé une initiative, par l'intermédiaire de sa présidente Roberta Metsola, baptisée Générateur d'espoir, pour fournir à Kiev des générateurs afin d'aider les Ukrainiens à passer l'hiver. D'après Kiev, Vladimir Poutine souhaite entamer la détermination des Ukrainiens en leur faisant vivre un hiver glacial. Ces frappes russes ont aussi eu pour conséquence de générer des pannes massives en Moldavie. Un nouveau rapport d'Amnesty International révèle que la liberté d'expression et d'association est menacée en Russie. Selon les premières conclusions, les médias ne sont pas la seule cible de ces attaques. Les citoyens et les ONG agissant en qualité d'observateurs font également l'objet de répression. Selon Amnesty International, les choses se sont aggravées depuis le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012. Une situation qui empire à chaque disparition, empoisonnement ou arrestation d'opposants au pouvoir, dont Alexei Navalny. Alexei Navalny est considéré par le Kremlin comme un individu dangereux, qui pourrait potentiellement provoquer des contestations et mener des rassemblements contre les politiques et pratiques du gouvernement, explique cette chercheuse d'Amnesty International, d'où la nécessité de l'isoler. Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, le contrôle de l'information est essentiel pour le régime russe. Amnesty International affirme que l'exclusion des médias indépendants et des défenseurs des droits de l'homme signifie que le gouvernement peut manipuler le récit de la guerre à sa guise. L'un des exemples est l'interdiction de l'utilisation du mot « guerre ». Pour Natalia Prilutskaya, il est essentiel de soutenir la société civile russe.
Si la communauté internationale reste silencieuse, elle renforce cette répression. Cela permet de cristalliser cette sorte de consensus dans la société que Poutine et son gouvernement cultivent. Amnesty International affirme que les journalistes et défenseurs des droits de l'homme s'efforcent de s'adapter en travaillant depuis l'étranger, par exemple. Tous espèrent un jour retrouver des conditions de travail dignes où le droit d'informer ne sera pas menacé par des peines de prison. En Turquie, des tentes ont été installées dans la ville de Düzce, dans le nord-ouest du pays, près de l'épicentre du séisme survenu mercredi matin d'une magnitude 6,1, selon l'Institut américain des études géologiques. Près d'une centaine de personnes ont été blessées dans ce tremblement de terre. Ces tentes ont accueilli des personnes dont les logements ont été endommagés. Un séisme survenu en 1999 dans cette zone du nord-ouest de la Turquie avait fait 17 000 morts. 2 personnes ont été arrêtées mardi en Suède, suspectées d'espionnage en faveur de la Russie. Il s'agirait, selon la presse locale, d'un couple d'origine russe d'une 60aine d'années, propriétaire d'une entreprise de composants électroniques installée dans une banlieue de Stockholm. L'homme serait soupçonné d'espionnage et son épouse de complicité. Récemment, 2 frères suédois avaient été inculpés pour espionnage aggravé au profit des renseignements russes. Leur procès doit s'ouvrir cette semaine. La Serbie et le Kosovo ont trouvé ce mercredi un accord pour apaiser les tensions dans le conflit qui les oppose à propos des plaques minéralogiques. Ce différend concerne environ 10 000 membres de la minorité serbe du Kosovo dont les véhicules sont munis de plaques émises par la Serbie. En vertu de cet accord, Belgrade va cesser de délivrer des plaques portant des dénominations de villes kosovares. En échange, le Kosovo renonce à faire remplacer ces plaques déjà existantes. Cet accord intervient après l'échec des négociations de lundi entre le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre kosovar Albin Kurti. Bruxelles recevra prochainement les dirigeants des 2 pays pour évoquer les prochaines étapes de ce rapprochement. Ce conflit des plaques d'immatriculation témoigne d'un problème plus profond. La Serbie refuse de reconnaître l'indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo. La minorité serbe de ce territoire, qui compte au total environ 120 000 membres, refuse sa loyauté à Pristina avec les encouragements de Belgrade. Mercredi après-midi, plusieurs centaines de femmes serbes ont manifesté à Mitrovica, ville ethniquement divisée du nord du Kosovo, pour dénoncer les décisions du gouvernement de Pristina, notamment sur les plaques d'immatriculation, vues comme une ghettoisation de la minorité serbe. Aux États-Unis, les enquêteurs cherchent toujours à faire la lumière sur le drame survenu dans ce supermarché. Il était 22 h en Virginie ce mardi quand un homme armé a ouvert le feu sur les salariés du magasin alors en réunion, faisant 6 morts et 6 blessés. Le tireur, un employé et chef d'équipe de 31 ans, s'est ensuite suicidé. On ignore toujours ses motivations. Alors que les Américains se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année, le président Joe Biden a présenté ses condoléances aux familles. Nous pleurons pour ceux qui auront des sièges vides à leur table de Thanksgiving à cause de ces événements tragiques. Nous devons agir davantage. Proches ou anonymes, des dizaines de personnes se sont rendues sur le parking de la zone commerciale, transformée en mémorial pour rendre hommage aux victimes. Je suis simplement venue présenter mes condoléances. C'est la première fois que mon père, décédé de cause naturelle, n'est pas là pour célébrer Thanksgiving. Je n'ose pas imaginer perdre quelqu'un juste avant cette fête. Vous imaginez un peu ? Après la tuerie dans un bar gay dans le Colorado ce week-end, il s'agit de la 2e fusillade de masse très médiatisée outre-Atlantique en quelques jours. En juin dernier, Joe Biden a signé une loi historique sur le contrôle des armes à feu, mais il reconnaît que la législation reste loin d'être suffisante.